Il existerait 13 crânes de cristal dispersés à travers le monde, et lorsque ces crânes seraient réunis, ils révéleraient une connaissance cachée ou activeraient un pouvoir inconnu. Le Codex Voynich, un manuscrit médiéval écrit dans une langue inconnue et rempli de dessins étranges, est l'un des mystères les plus déroutants de la cryptographie et de la linguistique. Ce livre, du nom de l'antiquaire Wilfrid Voynich qui l'a découvert en 1912, continue de fasciner et d'intriguer les chercheurs du monde entier, car après plus d'un siècle d'études, personne n'a encore réussi à le déchiffrer. Son origine, son contenu et sa fonction restent un véritable casse-tête, un mystère médiéval qui semble résister à toutes les tentatives de percer. Le manuscrit est composé de 240 pages environ, bien que certaines soient manquantes, et il est rempli de textes écrits dans une écriture que personne ne connaît, ni ne comprend. L'alphabet semble unique, composé de caractères qui n'apparaissent dans aucune autre langue connue. Ce texte mystérieux est accompagné de centaines de dessins, tout aussi étranges. Certaines pages sont ornées de plantes inconnues, qui ne correspondent à aucune espèce botanique connue. D'autres montrent des figures humaines nues, souvent féminines, baignant dans des structures en forme de tube ou de piscine. D'autres encore contiennent des diagrammes astronomiques ou astrologiques qui semblent indiquer une sorte de lien avec les étoiles ou les constellations. Une des grandes questions qui entourent ce codex est la suivante: s'agit-il d'un texte véritablement significatif, ou bien d'un canular élaboré? Au fil des décennies, de nombreux cryptographes et linguistes, y compris des experts qui avaient travaillé pour l'armée lors de la Seconde Guerre mondiale, se sont penchés sur le codex. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'une langue codée, cachant peut-être un savoir secret ou des connaissances interdites. Mais jusqu'à présent, toutes les tentatives de décryptage ont échoué. Les plus grands experts en décryptage, y compris ceux de la NSA et de la CIA, se sont essayés au déchiffrage sans succès, ce qui a conduit certains à se demander si ce texte était en fait un simulacre, une farce complexe créée à une époque où les mystères et les alchimistes faisaient fureur. D'autres théories suggèrent que le codex pourrait être une langue artificielle, inventée par son auteur, ou un mélange de plusieurs langues différentes. Des analyses récentes ont révélé que le manuscrit date du début du XVe siècle, quelque part entre 1404 et 1438, mais l'identité de son auteur reste inconnue. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait avoir été écrit par un alchimiste ou un herboriste cherchant à préserver ses connaissances sous une forme codée pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. D'autres spéculent qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'un auteur fou ou génial, créant un univers entièrement imaginaire. Les hypothèses concernant son origine sont aussi diverses que farfelues. Certaines théories avancent qu'il pourrait s'agir d'un document d'origine extraterrestre, écrit dans une langue que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. D'autres pensent que ce serait un texte alchimique ou hermétique, destiné à être compris uniquement par ceux qui possèdent les clés pour le déchiffrer. Les dessins, eux aussi, suscitent de nombreuses questions. Les plantes représentées dans le manuscrit ne ressemblent à aucune espèce connue, et certains diagrammes ressemblent à des constellations, mais ne correspondent à aucun ensemble astronomique identifiable avec certitude. Les illustrations semblent, à première vue, botaniques, médicinales, astrologiques, voire cosmologiques, mais elles défient toute tentative de classification précise. Même les méthodes modernes, comme l'intelligence artificielle, n'ont pas permis de percer le mystère du Codex Voynich. Des algorithmes ont été appliqués au texte pour essayer de détecter des schémas ou des répétitions qui pourraient correspondre à une langue connue, mais rien de concluant n'a émergé. Certaines études récentes ont toutefois permis d'écarter certaines hypothèses. Par exemple, les analyses du papier et de l'encre ont prouvé que le manuscrit n'est pas un canular moderne, ce qui a longtemps été suspecté par certains sceptiques. Il est bel et bien authentique, mais cela ne résout pas le mystère. D'autres théories suggèrent qu'il pourrait avoir été écrit par un groupe de personnes, chacun contribuant à une partie de l'ouvrage. Aujourd'hui, le Codex Voynich est conservé à la bibliothèque Benek de l'université Yale, où il attire des chercheurs et des curieux du monde entier. Chaque année, de nouvelles tentatives de décryptage sont lancées, de nouvelles théories sont proposées, mais le mystère demeure intact. L'une des premières tentatives d'établir une colonie anglaise en Amérique du Nord s'est terminée par un des mystères les plus étranges de l'histoire. Roanoke, une petite île située au large des côtes de la Caroline du Nord,
fut le théâtre de la disparition mystérieuse de toute une colonie anglaise à la fin du XVIe siècle. À ce jour, la colonie perdue de Roanoke reste un des mystères les plus troublants de l'histoire coloniale américaine, car personne ne sait ce qui est arrivé à ses habitants. Tout commence en 1587, lorsque 115 colons, hommes, femmes et enfants, débarquent à Roanoke sous la direction de John White. Leur mission est d'établir une colonie anglaise permanente sur cette nouvelle terre. White, gouverneur de la colonie, décide de retourner en Angleterre pour rapporter des provisions et recruter davantage de colons. Cependant, la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne, notamment avec l'invasion imminente de l'invincible Armada, retarde son retour. Ce n'est qu'en 1590, 3 ans plus tard, qu'il peut enfin revenir sur l'île de Roanoke. À son retour, John White fait une découverte effrayante, la colonie est totalement abandonnée. Il n'y a aucun signe de lutte, aucun cadavre, rien qui puisse indiquer ce qui s'est passé. Les maisons ont été démantelées, et tous les colons ont disparu sans laisser de traces. La seule chose que White trouve est le mot Croto gravé sur un poteau de la palissade, et les lettres Cro sur un arbre proche. Croatoan était le nom d'une île voisine, ainsi que celui d'une tribu amérindienne amicale. Mais malgré cela, aucune preuve ne montre que les colons aient déménagé là-bas, et une tempête empêche White d'explorer cette piste plus avant. Depuis, plusieurs théories tentent d'expliquer la disparition des colons. La première hypothèse est que les colons aient été assimilés par les tribus locales, peut-être par la tribu des Croatoans, ou qu'ils aient cherché refuge auprès d'elle après avoir manqué de nourriture. Certaines découvertes archéologiques récentes, comme des outils anglais retrouvés dans des villages amérindiens, semblent appuyer cette théorie, mais elle ne fournit pas de réponse définitive. Une autre théorie, plus sinistre, est que la colonie a été massacrée par une autre tribu indigène, moins amicale, comme les Powhatans, qui voyaient les colons comme une menace. Cependant, il n'existe aucune preuve tangible pour soutenir cette hypothèse. Il y a aussi des théories plus surnaturelles. Certains croient que la colonie aurait été victime d'une malédiction, d'une épidémie mortelle, ou même qu'elle aurait été enlevée par des forces mystérieuses. La légende de Roanoke s'est imprégnée de récits populaires, notamment dans des œuvres de fiction et des films qui imaginent les colons engloutis par des phénomènes surnaturels. Des recherches archéologiques modernes continuent d'explorer Roanoke et ses environs à la recherche de nouveaux indices. Pourtant, aucune fouille n'a encore permis de découvrir ce qui est réellement arrivé aux colons disparus. La colonie de Roanoke, en dépit de ses siècles d'ancienneté, reste un mystère non résolu, une disparition collective qui défie toute explication. Jacques l'Éventreur, un nom qui évoque à la fois terreur et mystère, est sans doute l'un des plus célèbres tueurs en série de l'histoire, non pas pour le nombre de ses victimes, mais pour l'énigme qui entoure son identité. Nous sommes à Londres, en 1888, dans le quartier sordide de Whitechapel, un endroit où la pauvreté règne et où les rues sont malfamées. C'est dans cette atmosphère pesante qu'un tueur va frapper, terrifiant la ville et échappant toujours aux autorités. Tout commence avec la découverte macabre de Mary Ann Nichols, une prostituée retrouvée sauvagement assassinée le 31 août 1888. Son corps présente des mutilations horribles, ce qui laisse penser à un meurtre prémédité, exécuté avec une rare violence. Quelques jours plus tard, une autre femme, Annie Chapman, est retrouvée dans des conditions similaires. Les coupures sont si précises que la police pense que le tueur a peut-être des compétences médicales. La panique commence à se répandre dans Londres. Les journaux s'emparent de l'affaire, et bientôt, le tueur reçoit un surnom, Jacques l'Éventreur. Pourquoi ce nom ? Parce qu'il envoie des lettres à la police et aux journaux, se moquant de leurs efforts pour l'arrêter. L'une des lettres, signée « Fromel » et accompagnée d'un morceau de rein humain, devient l'une des plus célèbres. Le tueur semble jouer avec ses poursuivants, laissant derrière lui des scènes de crimes de plus en plus macabres. Les meurtres continuent. Catherine Edo et Elizabeth Street sont retrouvées assassinées lors de ce que l'on appelle la nuit du double meurtre. Mais c'est la mort de Mary Jane Kelly, retrouvée dans sa chambre avec des mutilations d'une horreur sans nom, qui marque l'apogée de la terreur. Après ce meurtre, plus aucun crime ne semble être attribué à Jacques l'Éventreur. Il disparaît, aussi soudainement qu'il est apparu. Alors, qui était-il ? De nombreuses théories ont été proposées au fil des années. Certains disent qu'il s'agissait d'un médecin,
peut-être même un membre de la famille royale britannique. D'autres pensent qu'il était simplement un fou, profitant des ténèbres de Whitechapel pour semer la mort. La police de l'époque, malgré des efforts importants, n'a jamais réussi à l'attraper. Plusieurs suspects ont été interrogés, mais aucun n'a jamais été formellement inculpé. Le mystère de Jacques l'Éventreur a captivé des générations d'historiens, de détectives amateurs et même d'écrivains. Chaque nouvel élément découvert, chaque nouvelle théorie fait revivre l'énigme. Mais à ce jour, l'identité du célèbre tueur reste inconnue. Jacques l'Éventreur n'a jamais été arrêté, et son histoire continue de hanter les rues sombres de Whitechapel. Par une nuit glaciale de février 1959, au cœur des montagnes de l'Oural, un groupe de 9 randonneurs soviétiques a mystérieusement trouvé la mort dans des circonstances troublantes. Connue sous le nom de l'affaire Dyatlov Pass, cette énigme a captivé l'attention de toute la Russie, et au-delà, pendant des décennies. Chaque élément de cette histoire ajoute une couche de mystère, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Le groupe était composé d'étudiants et de diplômés expérimentés de l'Institut Polytechnique de l'Oural, mené par Igor Dyatlov, un jeune homme réputé pour ses compétences en randonnée et en survie. Leur objectif était d'atteindre le sommet du mont Otortan, un défi certes difficile en plein hiver, mais tout à fait dans les capacités de cette équipe aguerrie. Ils avaient pris des précautions, et tout était minutieusement planifié. Le 1er février, ils installent leur camp sur une pente enneigée du mont Kolatsiakl, un endroit qui deviendra tristement célèbre après cette nuit fatidique. Quelques jours après leur départ, sans nouvelles, une équipe de secours est envoyée. Ce qu'ils trouvent dépasse l'entendement, les tentes sont abandonnées, éventrées de l'intérieur, comme si les occupants avaient dû fuir précipitamment en pleine nuit, sans même prendre le temps de s'habiller correctement. Les traces laissées dans la neige montrent que certains randonneurs étaient pieds nus, d'autres en sous-vêtements, ce qui est complètement incompréhensible vu les températures extrêmes. Les premiers corps sont retrouvés à une centaine de mètres du camp, près d'un petit bois, comme s'ils avaient tenté de rejoindre la forêt pour se mettre à l'abri. Mais c'est la découverte des autres membres du groupe qui plonge l'affaire dans le mystère. Certains corps présentent des blessures terribles, des côtes brisées, des crânes fracturés, mais sans qu'il y ait de signes extérieurs de traumatisme, comme si une force immense avait agi de l'intérieur. Une jeune femme a même été retrouvée sans langue. Aucun signe de lutte ou de combat contre un agresseur humain n'a été trouvé sur les lieux. L'enquête initiale conclut que les randonneurs ont succombé à une force naturelle irrésistible. Mais cette conclusion vague n'a fait qu'alimenter les spéculations. Plusieurs théories sont avancées, certains évoquent une avalanche, qui aurait forcé le groupe à fuir dans la panique. Pourtant, les traces sur le site ne semblent pas correspondre à cette hypothèse. D'autres parlent d'une attaque d'animaux sauvages, mais là encore, les blessures sont trop étranges pour correspondre à un tel scénario. Une autre théorie, plus étrange, implique des tests militaires secrets. La région était connue pour être utilisée par l'armée soviétique pour des essais d'armes. Certains pensent que les randonneurs ont été victimes d'une explosion ou d'un test d'armes inconnu, peut-être une bombe à ondes de choc ou une expérience avec des radiations. En effet, certains vêtements retrouvés sur les corps présentaient des traces de radiation inexplicables. D'autres indices, comme des sphères lumineuses aperçues dans le ciel par des témoins à proximité à cette époque, ajoutent une dimension surnaturelle à l'affaire, suggérant même une intervention extraterrestre pour les plus audacieux. En 2019, les autorités russes ont rouvert l'enquête pour tenter de percer enfin ce mystère. Leur conclusion ? Une avalanche ou un phénomène naturel similaire, combiné à des conditions climatiques extrêmes, aurait pu expliquer les événements. Mais pour beaucoup, cette explication reste insuffisante. Dans un coin reculé de la vallée de la mort, en Californie, se trouve un phénomène aussi étrange que fascinant, des pierres, certaines pesant jusqu'à 300 kg, qui semblent se déplacer toutes seules à travers le désert, laissant derrière elles de longues traces dans le sol. Ces pierres mystérieuses, appelées les pierres mouvantes ou les rochers glissants de Rastrak Playa, intriguent les scientifiques depuis des décennies. Comment des pierres aussi lourdes peuvent-elles bouger sans intervention humaine, dans l'un des endroits les plus arides et les plus inhospitaliers de la planète ? Le phénomène des pierres mouvantes a été observé pour la première fois dans les années 1900,
mais il a fallu attendre des décennies pour que des chercheurs commencent à s'y intéresser sérieusement. Les rochers laissent derrière eux des traces sinueuses et droites, qui peuvent parfois s'étendre sur plusieurs centaines de mètres. Pourtant, personne n'a jamais vu une de ces pierres bouger. Ces pierres semblent se déplacer à intervalles irréguliers, et cela uniquement lorsqu'il n'y a personne pour les observer, ce qui a longtemps ajouté une aura presque surnaturelle à ce phénomène. Les premières théories ont évoqué l'idée que des vents puissants dans la région pouvaient être responsables du mouvement des pierres. En effet, la vallée de la mort est connue pour ses conditions météorologiques extrêmes, et des rafales de vent puissantes pourraient théoriquement déplacer des objets. Mais cette hypothèse ne tient pas compte du poids des pierres les plus lourdes, qui nécessiteraient des vents extrêmement forts pour être déplacés, des conditions qui n'ont pas été observées dans cette région. Une autre théorie avancée dans les années 1970 suggérait que le sol de la playa, lorsqu'il est mouillé, pouvait devenir extrêmement glissant, permettant aux pierres de glisser sous l'effet des vents. Mais cela n'expliquait toujours pas pourquoi les rochers semblaient suivre des trajectoires sinueuses et, parfois, se croiser ou changer de direction de manière inexplicable. Il a fallu attendre 2014 pour que le mystère soit enfin résolu. Une équipe de chercheurs de l'Institut Scripps d'océanographie, dirigée par le docteur Richard Norris, a réussi à capturer le mouvement des pierres grâce à des caméras équipées de GPS. La clé du mystère résidait dans un phénomène naturel rare. Pendant l'hiver, après de fortes pluies, une mince couche d'eau se forme sur le sol de Racetrac Playa. Pendant la nuit, cette eau gèle, créant une fine plaque de glace autour des pierres. Sous l'effet du soleil, la glace commence à fondre et à se fissurer, et un vent léger, soufflant à seulement 5 km/h, suffit à faire glisser les pierres sur la surface humide et gelée, créant les longues traces visibles dans le sol. Les pierres se déplacent très lentement, parfois à peine de quelques centimètres par minute, mais ce mouvement est suffisamment régulier pour laisser une marque distincte derrière elles. Même si le mystère a été en grande partie résolu, il n'en reste pas moins fascinant. La combinaison de facteurs météorologiques, hydrologiques et géologiques nécessaires pour que ces pierres se déplacent est incroyablement rare. Il faut que la pluie, le gel, et les conditions de vent soient parfaitement synchronisées pour permettre à ce phénomène de se produire. C'est un rappel de la complexité et de la beauté des processus naturels qui, bien qu'apparemment anodins, peuvent donner naissance à des spectacles aussi étranges que ces pierres mouvantes. Imagine-toi en pleine mer, loin des côtes, entouré par l'immensité bleue et le silence profond des abysses. Pourtant, depuis des décennies, des chercheurs et des océanographes ont capté des sons mystérieux émanant des profondeurs de l'océan, des bruits inexplicables que la science peine à expliquer. Le plus célèbre d'entre eux est le bloop, un son extrêmement puissant enregistré pour la première fois en 1997 par des hydrophones, des microphones sous-marins, déployés par la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Mais ce n'est pas un simple bruit ordinaire. Le bloop est si fort qu'il a été capté par plusieurs capteurs distants de milliers de kilomètres, et sa source reste, à ce jour, inconnue. Le bloop a rapidement suscité l'intérêt des scientifiques et des amateurs de mystères. Ce son, extrêmement puissant et d'une fréquence très basse, semble provenir d'une région éloignée de l'océan Pacifique Sud. Pour te donner une idée, la puissance du bloop est bien supérieure à celle des sons produits par des animaux marins connus, comme les baleines. C'est ce qui a d'abord conduit les chercheurs à penser que ce son pourrait provenir d'une créature marine gigantesque, inconnue de la science. Certains ont émis l'hypothèse que le bloop pourrait être lié à des phénomènes géophysiques, comme des tremblements de terre sous-marins ou des mouvements tectoniques. Mais là encore, les caractéristiques du son ne correspondent pas vraiment à ce type de phénomène. Il possède des variations de fréquence et une structure qui, étrangement, ressemble plus à celle produite par des êtres vivants que par des phénomènes géologiques. Cette similitude avec les sons biologiques a rapidement donné naissance à des théories fascinantes. La plus populaire, bien sûr, est celle d'un monstre marin géant, caché dans les abysses de l'océan Pacifique. Certains fans de mythes et légendes ont fait un lien direct avec des créatures de fiction comme Cthulhu, un être gigantesque imaginé par l'écrivain H.P. Lovecraft, censé être endormi dans les profondeurs de l'océan. Bien sûr, il s'agit là d'une théorie plus fantastique que scientifique, mais elle illustre bien la fascination exercée par ces sons mystérieux. D'autres sons étranges ont également été enregistrés dans l'océan. Parmi eux, le upsweep,
un son qui ressemble à une montée rapide de fréquence avant de redescendre, et qui a été enregistré en continu depuis la fin des années 1990. Ce son, encore aujourd'hui, reste inexpliqué. Il semble saisonnier, avec des pics d'intensité au printemps et en automne, ce qui laisse penser à une origine naturelle encore mal comprise. Un autre son célèbre est le whistle, capté en 1997 comme le bloop, et dont l'origine reste également inconnue. Ces bruits sont captés dans les zones les plus reculées des océans, là où les êtres humains n'ont pas encore vraiment pu explorer, comme si la nature elle-même essayait de cacher quelque chose. L'océan, avec sa profondeur insondable et ses vastes étendues inexplorées, reste un territoire largement inconnu pour la science. En 2012, la NOAA a émis une hypothèse pour expliquer le bloop, suggérant qu'il pourrait être causé par la fracturation d'un énorme bloc de glace dans l'Antarctique, un phénomène appelé glacier calving. Cette explication, bien qu'intéressante, n'a pas convaincu tout le monde, notamment à cause de la structure particulière du son. Les glaciers produisent effectivement des bruits sous-marins, mais le bloop présente des caractéristiques acoustiques inhabituelles pour ce genre d'événement. Le mystère de ces sons continue d'alimenter les débats parmi les chercheurs. La technologie évolue, et des outils de plus en plus sophistiqués sont utilisés pour explorer les profondeurs marines, mais malgré cela, l'océan garde encore beaucoup de secrets. Moins de 5% de ces fonds ont été explorés en détail, ce qui signifie que des centaines d'espèces, voire des phénomènes inconnus, pourraient encore y être découverts. La mort de Marilyn Monroe, l'une des plus grandes icônes de l'âge d'or d'Hollywood, a toujours été entourée de mystères et de controverses. Le 5 août 1962, à l'âge de 36 ans, Marilyn Monroe est retrouvée morte dans sa maison de Brentwood, en Californie. Officiellement, la cause du décès est une overdose de barbiturique, et sa mort est classée comme un suicide probable. Cependant, depuis ce jour, des doutes persistent, Monroe s'est-elle vraiment suicidée, ou bien a-t-elle été assassinée ? Marilyn Monroe était une figure complexe, un mélange de glamour, de vulnérabilité et de talent. Connue pour ses rôles dans des films comme Les hommes préfèrent les blondes et Certains l'aiment chaud, elle était également célèbre pour sa vie personnelle tumultueuse. Sa beauté et son succès faisaient rêver, mais elle menait une vie privée marquée par l'isolement, les relations amoureuses chaotiques et les problèmes de santé mentale. Avant sa mort, elle avait été mariée 3 fois, notamment à la légende du baseball Joe DiMaggio et au dramaturge Arthur Miller, mais aucune de ces unions n'avait duré. Dans les mois qui précèdent sa mort, Monroe traverse une période difficile. Elle avait été licenciée du tournage de son dernier film Something Has Got to Give, en raison de ses absences répétées et de ses problèmes de santé. Elle semblait émotionnellement instable et prenait des médicaments pour lutter contre l'insomnie et l'anxiété. Selon des proches, elle se sentait de plus en plus isolée, bien que d'autres affirment qu'elle préparait un retour en force à Hollywood. Le soir de sa mort, Monroe est retrouvée dans son lit, nue, avec un téléphone à la main. Un flacon de somnifère vide est découvert à proximité, ce qui conduit rapidement les autorités à conclure à une overdose. Mais certains détails de la scène suscitent des interrogations. Par exemple, aucun verre d'eau n'a été retrouvé dans la pièce, ce qui soulève des doutes sur la manière dont elle aurait pu avaler les pilules. De plus, les témoignages des personnes présentes cette nuit-là, y compris son psychiatre, le Dr Ralph Grinson, et sa gouvernante, Eunice Murray, sont souvent contradictoires ou vagues. L'un des aspects les plus troublants de l'affaire est la relation présumée de Monroe avec les frères John F. Kennedy et Robert Kennedy. Des rumeurs persistantes affirment qu'elle avait eu une liaison avec le président John F. Kennedy, et peut-être aussi avec son frère Robert. Certains suggèrent que Monroe connaissait des secrets sur la famille Kennedy ou sur le gouvernement américain, et que cela aurait pu faire d'elle une cible. Ces théories alimentent l'idée qu'elle aurait été assassinée pour la faire taire. Plusieurs personnes proches de Monroe ont déclaré qu'elle prévoyait de révéler des informations compromettantes lors d'une conférence de presse imminente, ce qui aurait pu déclencher une réaction brutale de la part de certaines puissances politiques. D'autres théories suggèrent que la CIA ou le FBI auraient pu être impliqués dans sa mort, dans le cadre d'une opération visant à protéger les Kennedy ou d'autres secrets d'État. Un autre aspect souvent cité est la relation de Monroe avec son psychiatre, le Dr Grinson, qu'il avait vu le jour de sa mort. Certains spéculent qu'il pourrait avoir administré une dose fatale de médicaments à son insu, ou qu'il aurait accidentellement provoqué sa mort en cherchant à la calmer avec des médicaments.
Ces théories sont renforcées par des incohérences dans les témoignages de la gouvernante de Monroe, qui a d'abord déclaré avoir découvert le corps, puis a changé son récit à plusieurs reprises. Les enquêtes ultérieures sur la mort de Monroe n'ont jamais apporté de preuves solides d'une conspiration. En 1982, le bureau du procureur de Los Angeles a rouvert l'affaire, mais il a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour remettre en question le verdict initial de suicide probable. Pourtant, malgré ces conclusions, l'idée que Marilyn Monroe a été assassinée continue de captiver l'imaginaire collectif. Son décès, à l'âge de 36 ans, est survenu à un moment où elle était à la croisée des chemins dans sa carrière et sa vie personnelle, et les circonstances de sa mort demeurent floues. Que ce soit par accident, suicide ou autre chose, la mort de Marilyn Monroe a laissé un vide immense dans la culture populaire. Aujourd'hui encore, Marilyn Monroe reste une icône, immortalisée non seulement par ses films, mais aussi par le mystère tragique qui entoure sa disparition. Sa mort, aussi énigmatique que sa vie, continue de fasciner ceux qui cherchent à comprendre les derniers jours de l'une des plus grandes stars de l'histoire d'Hollywood. Il y a quelque chose de magique dans le Loch Ness, ce lac écossais sombre et mystérieux, entouré de collines verdoyantes et de légendes millénaires. Mais ce qui fait la renommée mondiale de ce lac, ce n'est pas seulement son paysage pittoresque, c'est son fameux habitant légendaire, Nessie, le supposé monstre du Loch Ness. Pendant des siècles, des rumeurs ont circulé sur la présence d'une créature étrange vivant dans les eaux profondes du lac. Mais ce n'est qu'au XXe siècle que le mystère a véritablement pris une dimension internationale. Les premiers récits de l'apparition d'un monstre dans les eaux du Loch remontent au Vieux-siècle. Un moine irlandais, Saint Columba, aurait fait face à une créature aquatique lors d'une visite en Écosse. Il aurait, selon les écrits, prié pour sauver un homme qui avait été attaqué par cette créature, et, miraculeusement, le monstre se serait retiré. Pendant des siècles, l'histoire a été racontée comme une simple légende locale, mais en 1933, tout a changé. C'est cette année-là que l'histoire de Nessie a pris son envol dans la presse moderne. Un couple, en conduisant le long de la route qui borde le lac, aurait vu une grande créature traverser la route avant de plonger dans les eaux. Rapidement, les journaux se sont emparés de l'histoire, et des dizaines de témoins ont commencé à rapporter des observations similaires. Des photos ont commencé à circuler, notamment la célèbre « photo du chirurgien » en 1934, qui montrait ce qui semblait être un long cou sortant de l'eau. Bien que cette image ait été plus tard révélée comme un canular, l'engouement pour Nessie ne s'est jamais éteint. Les scientifiques se sont rapidement penchés sur la question. Des expéditions ont été organisées pour sonder les profondeurs du lac à l'aide de sonars, à la recherche d'anomalies sous-marines. Le Loch Ness, avec ses 230 mètres de profondeur, est assez vaste pour dissimuler une créature, mais malgré des décennies de recherche, aucune preuve tangible de l'existence de Nessie n'a été trouvée. Pourtant, cela n'a pas empêché les observations de se poursuivre. De nombreux témoins continuent de rapporter des apparitions, décrivant souvent un long cou et un corps massif semblable à celui d'un plésiosaure, une espèce de dinosaure marin censé avoir disparu depuis des millions d'années. Les théories autour de Nessie sont nombreuses. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce préhistorique ayant survécu dans les eaux du Loch. D'autres évoquent des illusions d'optique ou des phénomènes naturels, comme des vagues étranges, des débris flottants, ou même des poissons géants qui pourraient être confondus avec un monstre. Les sceptiques, eux, soutiennent que Nessie n'est qu'un mythe alimenté par l'imagination des gens et les canulars bien orchestrés. Mais malgré le manque de preuves concrètes, le monstre du Loch Ness reste une icône mondiale. Chaque année, des touristes affluent des 4 coins du globe dans l'espoir d'apercevoir la créature mythique. Le Loch Ness, quant à lui, continue de nourrir les rêves et l'imaginaire collectif. Que Nessie soit réelle ou non, l'idée d'une créature vivant dans les profondeurs d'un lac isolé évoque quelque chose de primitif en nous, une fascination pour l'inconnu et l'inexploré. Alors, existe-t-il réellement une créature qui hante les eaux du Loch Ness ? Jusqu'à présent, aucune preuve irréfutable n'a pu confirmer son existence, mais le mystère persiste. Peut-être qu'un jour, les eaux du Loch livreront enfin leurs secrets, ou peut-être que Nessie continuera de nager dans le royaume de la légende, où elle appartient sans doute le mieux. L'île de Pâques, située au milieu de l'océan Pacifique, est l'une des îles les plus isolées du monde.
Pourtant, malgré cette solitude géographique, elle abrite l'un des plus grands mystères archéologiques de l'humanité, les statues Moai. Ces immenses figures de pierre, certaines atteignant 10 mètres de haut et pesant plusieurs dizaines de tonnes, sont réparties sur toute l'île, mais personne ne sait vraiment pourquoi elles ont été construites ni comment les habitants de l'île, connus sous le nom de Rapa Nui, ont réussi à les ériger. Découverte par les Européens en 1722, l'île de Pâques semblait alors presque abandonnée. Pourtant, les vestiges d'une civilisation avancée étaient visibles à chaque coin de l'île, notamment ces mystérieuses statues. Les Moai sont sculptés dans la pierre volcanique et semblent représenter les ancêtres des Rapa Nui, qui auraient eu un rôle protecteur pour les villages de l'île. Mais la question reste, comment une population aussi isolée, avec des outils rudimentaires, a-t-elle pu déplacer et ériger ces statues monumentales? La première grande énigme est leur transport. Les Moai ont été sculptés dans la carrière de Rano Raraku, un volcan éteint, avant d'être déplacés parfois à des kilomètres de là, jusqu'à la côte. Les théories sur le transport de ces géants varient. Certains pensent que les Rapa Nui utilisaient des rondins de bois pour faire rouler les statues, d'autres croient qu'ils les faisaient marcher en les balançant de droite à gauche à l'aide de cordes. Mais aucune de ces méthodes n'a été prouvée de manière concluante. Ensuite, il y a la question du déclin de cette civilisation. Lorsque les Européens ont débarqué sur l'île, les Rapa Nui étaient peu nombreux et semblaient vivre dans des conditions précaires. Pourtant, des siècles auparavant, l'île abritait une civilisation florissante. Qu'est-ce qui a causé leur chute? Une théorie dominante est celle de l'effondrement écologique. Les habitants auraient coupé tous les arbres de l'île pour déplacer les Moai, ce qui aurait provoqué une déforestation massive et, par conséquent, la destruction de leur écosystème. Sans arbres, ils n'auraient plus pu construire des canoës pour la pêche, ni protéger leurs terres de l'érosion. Cependant, cette théorie a ses détracteurs. Certains chercheurs suggèrent que l'arrivée des Européens, avec leurs maladies et l'esclavage, a également joué un rôle majeur dans la destruction de la population Rapa Nui. D'autres encore soutiennent que la surpopulation, combinée à des conflits internes entre clans, pourrait avoir conduit à la guerre et à la destruction des ressources naturelles. Et puis, il y a cette question sans réponse, pourquoi les statues? Pourquoi les Rapa Nui ont-ils consacré tant de temps et d'efforts à construire ces Moai? Étaient-ils simplement des hommages à leurs ancêtres, ou avaient-ils une signification plus profonde, spirituelle ou religieuse? Certains chercheurs pensent que les Moai étaient alignés de manière à surveiller les étoiles ou à marquer des événements astronomiques importants, mais cela reste spéculatif. Aujourd'hui, l'île de Pâques est un site du patrimoine mondial, et les Moai continuent d'attirer des chercheurs du monde entier. Des études archéologiques modernes ont permis de mieux comprendre certaines des techniques utilisées par les Rapa Nui, mais beaucoup de mystères demeurent. Les Moai restent debout, immuables, semblant observer silencieusement l'océan qui les entoure, comme des gardiens d'un passé oublié. Leur silence est peut-être leur plus grand mystère. En plein désert péruvien, des lignes étranges, visibles seulement depuis le ciel, forment d'immenses figures géométriques et des représentations d'animaux qui défient toute explication. Ces formations, connues sous le nom de lignes de Nazca, intriguent les chercheurs depuis leur découverte au début du XXe siècle. Imaginez-vous voler au-dessus du désert et voir, étalés sur des kilomètres, des formes représentant des singes, des oiseaux, des poissons, et des formes abstraites, toutes gravées dans le sol. Comment ces lignes ont-elles été tracées avec une telle précision, et surtout, pourquoi? Les géoglyphes de Nazca s'étendent sur une zone de plus de 80 km de long et 20 km de large. Les lignes, gravées à même le sol en déplaçant les pierres de surface pour révéler la terre plus claire en dessous, varient en longueur, certaines sont simples et droites, d'autres forment des spirales complexes ou des figures d'animaux atteignant des dizaines de mètres de long. Ces œuvres d'art géantes ont été créées par la civilisation Nazca, qui a prospéré dans la région entre 200 et 700 après Jésus-Christ. Pourtant, malgré de nombreuses recherches, leur fonction et leur signification restent un mystère. L'une des premières hypothèses avancées pour expliquer ces lignes était qu'elles servaient de piste d'atterrissage pour des extraterrestres, une idée popularisée dans les années 1970 par l'auteur Eric von Daniken. Bien que cette théorie soit largement discréditée aujourd'hui, elle a eu un impact durable sur l'imaginaire collectif. D'autres théories, plus rationnelles, suggèrent que les lignes étaient liées à des rituels religieux ou à des pratiques astronomiques.
Certaines figures semblent effectivement alignées avec des événements astronomiques spécifiques, comme les solstices, ce qui laisse penser que les Nazca utilisaient ces lignes pour marquer des moments importants de l'année. Une autre hypothèse est que les lignes étaient liées à des pratiques agricoles et servaient de système d'irrigation symbolique pour invoquer la pluie, cruciale dans cette région aride. Les Nazca vivaient dans l'un des déserts les plus secs du monde, et la maîtrise de l'eau était essentielle pour leur survie. Les dessins pourraient donc avoir une fonction rituelle destinée à plaire aux dieux, afin d'assurer la survie de la civilisation. Malgré les nombreuses études et expéditions archéologiques, personne ne peut dire avec certitude à quoi servaient ces lignes. Ce qui est certain, c'est que la culture Nazca possédait des connaissances techniques et sociales suffisamment avancées pour coordonner ces gigantesques projets de manière collective. Ils ont tracé ces figures avec une telle précision que, même des siècles plus tard, elles sont toujours parfaitement visibles. Le mystère des lignes de Nazca persiste, et chaque nouvelle découverte semble ajouter une nouvelle couche d'intrigue à cette énigme déjà complexe. Ce que nous savons, c'est que ces dessins ont survécu à l'épreuve du temps et que, pour l'instant, leur véritable fonction reste cachée, enterrée dans le sable du désert péruvien. Amelia Earhart, c'est un nom qui a marqué l'histoire de l'aviation, mais aussi celle des mystères non résolus. En 1937, cette pionnière s'est lancée dans un projet ambitieux, devenir la première femme à faire le tour du monde en avion. C'était un exploit impressionnant, surtout avec les technologies de l'époque. Accompagnée de Fred Noonan, un navigateur expérimenté, elle part à bord de son Lockheed Electra, un avion bimoteur qui devait la conduire à travers des milliers de kilomètres. Le 1er juin 1937, leur voyage commence à Miami. Ils volent vers l'Amérique du Sud, puis l'Afrique, l'Inde et enfin l'Asie du Sud-Est. Après plusieurs étapes réussies, ils arrivent à La Haye, en Nouvelle-Guinée, le 29 juin. À ce moment-là, ils ont parcouru environ 35 000 km et il ne leur reste qu'une étape majeure avant de rentrer aux États-Unis, traverser le vaste Pacifique. Le 2 juillet, Amelia et Fred décollent pour une petite île du Pacifique appelée Åland Island. C'est une des parties les plus délicates de leur trajet. L'île est minuscule, et à cette époque, la navigation dépend principalement de repères visuels et de communications radio peu fiables. Malheureusement, ce jour-là, quelque chose tourne mal. Alors qu'ils s'approchent de l'île, Amelia envoie plusieurs messages radio, signalant qu'ils ne peuvent pas voir l'île et que leur carburant est dangereusement bas. L'un des derniers messages captés dit « Nous devons être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Le carburant est bas. » Après ça, plus rien. Silence complet. Le mystère commence là. Les États-Unis lancent immédiatement une des plus grandes opérations de recherche de l'époque. Des avions et des navires sont déployés dans toute la région pour essayer de repérer l'avion d'Amelia Earhart. Pendant des semaines, ils ratissent l'océan, en vain. Aucun débris, aucun signal, aucune trace d'Earhart ou de Noonan. Rien. Avec le temps, les hypothèses commencent à se multiplier. La plus acceptée est celle d'un crash en mer. Mais d'autres théories émergent, certains pensent qu'Amelia et Fred auraient survécu au crash et auraient atterri sur une île déserte. D'autres encore disent qu'ils ont été capturés par les Japonais, alors présents dans le Pacifique, et qu'ils seraient morts dans un camp de prisonniers. Il y a même une théorie qui affirme qu'Amelia aurait changé d'identité et vécu sous une autre forme, loin des projecteurs. En 1940, sur une île appelée Nikumaroro, des restes humains sont découverts. À l'époque, on conclut que ce ne sont pas ceux d'Earhart. Mais des années plus tard, de nouvelles analyses remettent cette conclusion en question, laissant penser qu'ils pourraient en fait appartenir à la célèbre aviatrice. Pourtant, rien de définitif n'a jamais été prouvé. À ce jour, des expéditions continuent d'essayer de percer ce mystère. Certains chercheurs explorent encore le fond de l'océan dans l'espoir de retrouver son avion. Mais, même après près de 90 ans, l'océan garde son secret. L'histoire d'Amelia Earhart est devenue une légende. Elle incarne à la fois l'audace, la tragédie et ce qui semble être une disparition impossible à expliquer. On se demande encore, qu'est-il réellement arrivé à Amelia Earhart ? Ce mystère non résolu continue de hanter les esprits des historiens, des aventuriers et des amateurs de mystères. Imagine-toi en plein désert texan,
sous un ciel dégagé rempli d'étoiles, quand soudain, des lumières mystérieuses apparaissent à l'horizon. Ces lumières, connues sous le nom de lumières de Marfa, sont observées depuis plus d'un siècle, sans qu'aucune explication satisfaisante n'ait encore été trouvée. À quelques kilomètres de la petite ville de Marfa, ces lumières apparaissent souvent au crépuscule ou en pleine nuit, dans une région semi-désertique où la nature sauvage semble immuable et silencieuse. Les premières observations documentées remontent aux années 1880. Des colons installés dans la région ont rapporté avoir vu ces lumières dans le lointain, des globes lumineux dansant sur l'horizon, qui apparaissaient sans raison apparente. À l'époque, les explications tournaient autour d'une hypothèse surnaturelle. Certains disaient que les lumières étaient les âmes des anciens indigènes, tandis que d'autres pensaient qu'elles étaient le fruit d'une malédiction ou le signe d'un phénomène paranormal. Mais ces lumières ne sont pas le fruit de la simple imagination. Elles continuent d'apparaître régulièrement aujourd'hui, et sont observées par des centaines de personnes chaque année. Elles sont souvent décrites comme des sphères lumineuses de différentes couleurs, parfois blanches, parfois rouges ou jaunes, flottant ou se déplaçant au-dessus du désert. Parfois, elles semblent se diviser en plusieurs orbes ou disparaître soudainement avant de réapparaître ailleurs, comme si elles jouaient un jeu étrange avec les observateurs. Ce qui est troublant, c'est qu'elles ne semblent pas avoir de source identifiable. Elles apparaissent dans des zones où il n'y a ni route, ni habitation, ni infrastructure électrique. Les scientifiques se sont également penchés sur ce phénomène au fil des ans, sans pour autant trouver de réponse définitive. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir de mirages créés par des courants d'air chaud et froid qui se mélangent au-dessus du désert. Cette explication se base sur le phénomène bien connu de réfraction atmosphérique, où la lumière est courbée à cause des différences de température dans l'air, donnant l'illusion que des objets brillants se trouvent dans des endroits inhabituels. Cependant, cette théorie ne satisfait pas tout le monde, car les lumières de Marfa ont un comportement erratique, se déplaçant dans toutes les directions, parfois très rapidement, ce qui ne correspond pas au mirage traditionnel. Une autre explication avancée est celle de la bioluminescence. Il pourrait s'agir d'insectes ou d'animaux lumineux, bien que cette hypothèse soit également contestée, car les lumières sont visibles sur de longues distances et sont beaucoup plus intenses que ce que la bioluminescence animale pourrait produire. Certaines personnes croient que ces lumières sont dues à des décharges électriques provenant de minéraux sous le sol, une sorte de électricité de la Terre se manifestant en surface. Mais là encore, cela ne permet pas d'expliquer tous les aspects du phénomène. Bien sûr, les théories les plus sensationnelles impliquent des ovnis, des portails vers d'autres dimensions, ou même des visiteurs d'une autre planète. Pour les amateurs d'ufologie, les lumières de Marfa sont une preuve que quelque chose de très étrange se passe dans le ciel nocturne du Texas. Des documentaires, des livres, et même des groupes d'observateurs dévoués continuent de se rendre sur place régulièrement pour essayer de capter ces mystérieux éclats de lumière et enfin percer le secret qui entoure cette énigme. Quoi qu'il en soit, les lumières de Marfa sont devenues une attraction touristique majeure. Un point d'observation a été spécialement construit pour les visiteurs, et chaque année, des gens affluent pour tenter de les voir de leurs propres yeux. Certains repartent émerveillés, d'autres sceptiques, mais une chose est certaine, ces lumières fascinent, et continueront probablement de le faire tant qu'aucune explication satisfaisante ne sera trouvée. Alors, les lumières de Marfa sont-elles un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore, ou bien est-ce un signe d'une activité plus mystérieuse? Jusqu'à présent, aucune réponse définitive n'a été apportée, et le désert du Texas garde jalousement ce secret lumineux. En 1947, dans les collines arides de la région de Qumran, près de la mer Morte, un jeune berger bédouin fait une découverte qui allait bouleverser le monde de l'archéologie et de la théologie. Alors qu'il cherchait une chèvre égarée, il lance une pierre dans une grotte pour la déloger. Mais au lieu d'entendre un bruit sourd, il entend le son d'une poterie qui se brise. Intrigué, il grimpe pour voir ce qu'il a brisé, et découvre des jarres contenant de vieux rouleaux de cuir. Ces rouleaux ne sont pas ordinaires. Ils font partie des plus anciens manuscrits bibliques jamais découverts. Ainsi débute l'incroyable histoire des manuscrits de la mer Morte. Les rouleaux, découverts dans plusieurs grottes des falaises escarpées qui surplombent la mer Morte, sont écrits en hébreu, araméen et grec, et datent de plus de 2000 ans. Ils contiennent des textes religieux, y compris des passages de la Bible hébraïque, ainsi que des écrits apocryphes et des documents relatifs à la vie quotidienne d'une communauté que l'on croit être celle des Esséniens,
un groupe de juifs pieux vivant en réclusion à l'époque du Second Temple de Jérusalem. L'une des grandes énigmes entourant ces manuscrits est leur provenance et leur fonction. Les textes offrent des aperçus fascinants sur la vie religieuse et les croyances à l'époque de Jésus-Christ, mais leur rôle exact dans la société juive de cette époque reste flou. Les Esséniens auraient-ils été les auteurs et les gardiens de ces rouleaux, ou bien les rouleaux auraient-ils été amenés à Qumran pour être cachés lorsque Jérusalem a été envahie par les Romains en 70 après Jésus-Christ? Les réponses à ces questions restent incertaines, mais ce qui est clair, c'est que ces documents révèlent une diversité de pratiques religieuses au sein du judaïsme de l'époque, bien plus complexe que ce que l'on croyait auparavant. Les manuscrits de la Mer Morte sont aussi entourés de mystères à cause des circonstances de leur découverte. Au fur et à mesure que les grottes de Qumran ont été explorées, des dizaines de jarres et de rouleaux ont été trouvés, mais de nombreux manuscrits ont été endommagés ou fragmentés, rendant leur étude extrêmement difficile. Les fragments sont souvent minuscules et doivent être assemblés comme des pièces d'un puzzle extrêmement complexe. Certains fragments manquent encore à l'appel, ayant été vendus illégalement à des collectionneurs privés, et leur authenticité fait parfois débat. Un autre mystère concerne le rouleau de cuivre, découvert dans la même région. Contrairement aux autres manuscrits, qui sont faits de papyrus ou de cuir, ce document est gravé sur du cuivre et semble être une sorte de carte au trésor. Il mentionne des lieux où des quantités massives d'or et d'argent auraient été cachées. Pourtant, malgré les tentatives pour retrouver ces trésors, aucun des sites mentionnés dans le rouleau de cuivre n'a été découvert. Ce texte alimente des spéculations, s'agit-il de trésors cachés par les Esséniens avant l'arrivée des Romains, ou bien d'une simple légende? Même aujourd'hui, plus de 70 ans après leur découverte, les manuscrits de la Mer Morte continuent de susciter des questions. Leur préservation et leur étude font l'objet de controverses, notamment concernant leurs propriétés et les lieux où ils doivent être conservés. Des fragments supplémentaires continuent d'être découverts, et chaque nouvelle découverte apporte son lot de questions sans réponse. Ce qui est certain, c'est que les manuscrits de la Mer Morte ont radicalement changé notre compréhension des textes religieux anciens et de l'histoire du judaïsme et du christianisme naissant. Mais leur origine exacte, les circonstances de leur cachette et l'identité précise de ceux qui les ont écrits restent des mystères enfouis dans le sable de Qumran, comme si l'histoire elle-même refusait de nous révéler tous ses secrets. L'histoire de l'homme au masque de fer est l'une des énigmes les plus captivantes de la France d'Ancien Régime, un mystère qui a traversé les siècles et a nourri les spéculations les plus folles. Qui était cet homme mystérieux, enfermé pendant plus de 3 décennies dans diverses prisons françaises, dont celle tristement célèbre de la Bastille, avec un masque cachant toujours son visage? Ce prisonnier anonyme, protégé par un secret d'État, a intrigué des générations d'historiens, et jusqu'à ce jour, son identité réelle demeure un mystère. Le mystère débute en 1669, lorsque cet homme, sous la garde du geôlier Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, est transféré à la prison de Pignerol, une forteresse dans les Alpes françaises. Saint-Mars, connu pour son extrême fidélité au roi Louis XIV, deviendra l'ombre de cet homme mystérieux pendant des années, le suivant à chaque transfert de prison, jusqu'à la Bastille, où le prisonnier meurt en 1703. Le fait qu'il ait toujours porté un masque et que son identité ait été soigneusement protégée par l'État français a donné naissance à d'innombrables spéculations. Le masque, selon les légendes, aurait été en fer, bien que certaines sources suggèrent qu'il était plutôt fait de velours noir. Quelle que soit sa nature, le masque avait une fonction claire, protéger à tout prix l'identité du prisonnier. Il lui était interdit de parler à quiconque, sous peine de mort, et ceux qui le gardaient avaient pour mission de ne jamais dévoiler son nom. Même à sa mort, son corps fut enterré sous un faux nom, comme pour effacer toute trace de son existence. Les spéculations sur son identité ont émergé très tôt, et elles n'ont fait que se multiplier au fil des ans. Voltaire, l'un des premiers à populariser le mystère dans son ouvrage Le siècle de Louis XIV, prétendait que l'homme au masque de fer était en réalité le frère jumeau du roi Louis XIV, né dans le plus grand secret pour éviter toute querelle dynastique. Selon cette théorie, l'existence d'un frère jumeau aurait été perçue comme une menace potentielle à la stabilité du trône, et pour cette raison, il aurait été emprisonné à vie, son identité cachée à jamais. Une autre théorie populaire est que l'homme au masque de fer était en fait Nicolas Fouquet, un ancien ministre des Finances de Louis XIV, emprisonné pour avoir détourné des fonds royaux et pour avoir, dit-on, comploté contre le roi.
Fouquet avait été envoyé à Pignerol après son procès, où il vivait dans des conditions relativement confortables avant d'être mystérieusement mis au secret. Cependant, les dates et les détails ne correspondent pas parfaitement à cette théorie, et l'idée qu'il ait été masqué n'est pas corroborée par les faits historiques. D'autres théories plus extravagantes avancent que l'homme au masque de fer pourrait avoir été un noble déchu, comme le duc de Beaufort, qui aurait conspiré contre le roi. Une version encore plus romanesque, mais moins crédible, suggère qu'il était le véritable père de Louis XIV, le roi Louis XIII ayant été incapable de concevoir un héritier, forçant la reine Anne d'Autriche à avoir un enfant avec un autre homme pour assurer la continuité de la dynastie des Bourbons. Les historiens modernes, en examinant les documents d'époque, ont aussi envisagé l'hypothèse que l'homme au masque de fer aurait pu être Eustache d'Auger, un valet ayant servi au sein de la cour royale et qui aurait, selon certaines rumeurs, été impliqué dans des affaires d'espionnage ou de trahison. Cependant, cette théorie, bien qu'assez plausible, ne satisfait pas pleinement tous les mystères entourant cette figure. En 1703, après plus de 3 décennies de captivité, l'homme au masque de fer meurt à la Bastille. Les registres de la prison mentionnent la mort d'un certain Marchioli, un nom qui n'apparaît nulle part ailleurs dans l'histoire de France, renforçant l'idée qu'il s'agit d'un faux nom utilisé pour dissimuler son identité jusqu'au bout. Malgré sa mort, l'énigme perdure. L'histoire de l'homme au masque de fer est devenue un sujet de fascination littéraire. Alexandre Dumas, dans Le Vicomte de Bragelonne, reprend la théorie du frère jumeau de Louis XIV pour en faire un élément central de son intrigue. Ce récit a contribué à cimenter le mystère dans l'imaginaire collectif. Imagine-toi en mer, dans une région mystérieuse, avec une histoire pleine de disparitions étranges. Le triangle des Bermudes, situé entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, est l'un des endroits les plus redoutés par certains marins et pilotes. Depuis des siècles, cette zone a été le théâtre de disparitions mystérieuses de navires et d'avions, et personne n'a encore trouvé une explication claire pour ce qui s'y passe réellement. Parmi les premières histoires documentées, on trouve celle du Marie Céleste, un navire marchand américain retrouvé à la dérive en 1872. Ce qui rendait cette découverte si étrange, c'est que l'équipage avait disparu sans laisser de traces, alors que le bateau était en parfait état, avec sa cargaison intacte. Les rumeurs ont commencé à se répandre, et le triangle des Bermudes a gagné sa réputation. Mais l'événement qui a véritablement ancré ce mystère dans la culture populaire est sans doute la disparition du vol 19, en 1945. Le 5 décembre 1945, 5 bombardiers torpilleurs de l'US Navy, dirigés par un commandant expérimenté, décollent pour une mission d'entraînement de routine au-dessus de l'Atlantique. C'était une belle journée, sans nuages, mais quelque chose d'inexplicable s'est produit. Peu après le départ, les pilotes ont commencé à rencontrer des problèmes de navigation. Leurs boussoles se sont déréglées, et bientôt, ils ne savaient plus où ils étaient. Les communications radio avec la base sont devenues confuses. Le commandant du groupe, à bout de nerfs, a été entendu dire « Nous ne savons plus où nous sommes. Même l'océan n'a pas l'air normal. » Puis, plus rien. Silence radio. Les 5 avions et leurs équipages ont disparu sans laisser de traces. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'un avion de secours a été envoyé à leur recherche, celui-ci aussi a disparu. Rien ne fut retrouvé, ni débris, ni corps, ni aucun signe de ce qui avait pu se passer. Cet incident a enflammé l'imagination du public et des chercheurs, déclenchant une série de théories qui allaient bien au-delà de la simple explication scientifique. Certaines théories suggèrent que la région est sujette à des phénomènes météorologiques particuliers, comme des vagues scélérates ou des tempêtes magnétiques qui pourraient perturber les instruments de navigation et entraîner les navires et les avions à leur perte. D'autres pensent que des courants marins puissants, comme le Gulf Stream, pourraient être responsables du déplacement rapide des épaves, les rendant presque impossibles à retrouver. Mais ces explications rationnelles ne suffisent pas à calmer l'imaginaire collectif. On a parlé d'ovnis, d'anomalies spatio-temporelles, voire de portes vers d'autres dimensions. Certaines personnes croient même que la légendaire Atlantide, engloutie sous les flots, pourrait être responsable de phénomènes surnaturels dans la région. Au fil des années, le triangle des Bermudes est devenu un mythe en soi. Pourtant, certaines études récentes ont tenté de démystifier la zone. Statistiquement,
il semblerait que le nombre de disparitions dans cette région ne soit pas particulièrement supérieur à d'autres zones de l'océan. Et avec l'amélioration des technologies de navigation et de communication, les accidents dans le triangle des Bermudes sont devenus moins fréquents. Mais malgré ces tentatives de rationalisation, le mystère persiste. L'imagination humaine aime les histoires de lieux maudits, de phénomènes inexplicables, et le triangle des Bermudes continue de hanter les esprits. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là avec le vol 19? Et que dire des nombreux autres navires et avions qui ont disparu dans ces eaux? Même aujourd'hui, certaines disparitions restent inexpliquées, et le mystère demeure entier. Le triangle des Bermudes, avec son histoire fascinante, n'a pas fini d'alimenter les légendes et les théories les plus incroyables. L'ordre des Chevaliers du Temple, ou Templiers, est l'un des ordres religieux militaires les plus célèbres de l'histoire médiévale. Fondé au début du XIIe siècle pour protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, l'ordre devint rapidement extrêmement puissant et riche. Mais, en 1307, sous les ordres du roi Philippe IV de France, l'ordre fut brutalement dissous, et ses membres persécutés. Depuis, un mystère entoure leur fabuleux trésor, dont la légende prétend qu'il a été caché avant leur chute. Ce trésor des Templiers, que certains disent inestimable, n'a jamais été retrouvé, et il continue d'alimenter les fantasmes et les spéculations. L'histoire des Templiers commence avec une mission simple, défendre les pèlerins se rendant à Jérusalem après la première croisade. Mais très vite, les Templiers se sont transformés en une puissante organisation internationale. Ils ont accumulé des richesses considérables grâce aux dons des nobles, au contrôle de vastes domaines fonciers, et à une gestion bancaire avancée pour l'époque, leur permettant de prêter de l'argent au roi et au pape. En moins de 2 siècles, l'ordre s'est constitué un empire économique. Cependant, cette richesse attira la convoitise. Au début du XIe siècle, le roi Philippe IV, profondément endetté envers les Templiers, décida de les anéantir pour s'emparer de leurs biens. Le 13 octobre 1307, jour devenu tristement célèbre, tous les Templiers de France furent arrêtés sur ordre du roi. Beaucoup furent torturés et exécutés, et l'ordre fut officiellement dissous par le pape Clément V en 1312. Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre, fut brûlé vif en 1314 à Paris. Mais avant sa chute, les Templiers auraient eu le temps de cacher leur immense fortune. Le mystère commence ici, où est passé le trésor des Templiers? À leur apogée, ils possédaient des montagnes d'or, des joyaux, des reliques saintes et des documents précieux, dont certains disent qu'ils incluraient même des secrets ésotériques, comme le Saint Graal ou le suaire de Turin. Mais lorsque les soldats du roi Philippe ont perquisitionné les nombreuses commanderies templières à travers la France, aucune trace de ce trésor fabuleux n'a été trouvée. Cela a laissé la place à des siècles de spéculation et de recherche. Une des théories les plus populaires est que les Templiers, prévenus à l'avance de l'arrestation, ont réussi à mettre leur trésor en lieu sûr avant la répression. Certains disent qu'il a été transporté en toute hâte depuis leur siège à Paris jusqu'à des lieux secrets dans des commanderies éloignées. La Bretagne, l'Écosse, et même l'île de Chypre sont des lieux souvent mentionnés comme cachette potentielle du trésor. L'Écosse, en particulier, est un candidat intrigant. À cette époque, le pays était en rébellion contre l'Angleterre sous la direction de Robert the Bruce. L'Écosse étant excommuniée par l'Église catholique, on pense que les Templiers y ont trouvé refuge après la dissolution de leur ordre. Certains récits suggèrent même que les Templiers auraient participé à la bataille de Bannockburn en 1314, aidant les Écossais à vaincre les Anglais. Les ruines de la chapelle de Rosslyn, en Écosse, sont également liées au mystère. Certaines théories du complot affirment que le trésor templier, ou des secrets cachés, sont enfouis sous cette chapelle ornée de sculptures étranges, renforçant ainsi la légende. Une autre piste mène à l'île d'Oak Island, au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, au Canada. Cette petite île est devenue célèbre pour ses mystérieux puits et tunnels, découverts au XIXe siècle, qui ont été interprétés par certains comme une cachette pour le trésor des Templiers. Des expéditions ont tenté de creuser sur l'île à la recherche de ce trésor, mais elles n'ont jusqu'à présent trouvé que quelques artefacts sans grande valeur, malgré des années de fouilles. Les Templiers sont également associés à plusieurs légendes mystiques. Certaines personnes croient que leur trésor pourrait inclure des reliques chrétiennes inestimables, comme le Saint Graal ou des manuscrits secrets, voire des objets ayant appartenu à Jésus-Christ lui-même.
Cette hypothèse relie l'ordre du Temple à d'autres mystères, comme celui de Rennes-le-Château en France, où l'abbé Béranger Saunière aurait découvert un trésor caché, peut-être celui des Templiers, et aurait mystérieusement acquis une immense fortune. D'autres hypothèses plus récentes proposent que le trésor des Templiers n'était pas un trésor physique, mais plutôt des documents compromettants pour l'Église ou la royauté. Ces documents, si révélés, auraient pu déstabiliser des puissances politiques ou religieuses, ce qui expliquerait pourquoi ils ont été cachés avec tant de soin. À ce jour, aucune preuve tangible du trésor des Templiers n'a été retrouvée. Cependant, les légendes et les récits historiques ont alimenté la fascination pour ce mystère. Des chasseurs de trésors continuent de chercher à travers le monde des indices qui pourraient révéler l'emplacement de cette fortune cachée. Que le trésor soit fait d'or, de reliques sacrées ou de secrets inavouables, son existence ou sa non-existence reste l'une des énigmes les plus durables de l'histoire. L'ordre des Templiers, même après sa dissolution brutale, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire et dans l'imaginaire collectif. Et tant que ce trésor légendaire ne sera pas retrouvé, s'il existe réellement, les mystères qui entourent ces chevaliers et leurs richesses continueront de captiver ceux qui rêvent de découvertes et de secrets enfouis depuis des siècles. Le 8 mars 2014, un vol commercial de la Malaysia Airlines, le vol MH370, disparaît des radars sans laisser de traces. Cet événement marque l'une des plus grandes énigmes de l'aviation moderne. Le Boeing 777, transportant 239 passagers et membres d'équipage, devait relier Kuala Lumpur à Pékin, mais il n'est jamais arrivé à destination. Malgré des recherches internationales massives, aucun des passagers ou de l'équipage n'a été retrouvé vivant, et la majeure partie de l'avion reste introuvable à ce jour. L'énigme commence environ 40 minutes après le décollage, lorsque le contact avec le vol MH370 est soudainement perdu. Les dernières communications radio avec l'avion étaient routinières, sans signe d'alerte ou de problème technique. Pourtant, les radars militaires indiquent que l'avion a brusquement changé de cap, effectuant un virage à 180 degrés pour se diriger vers l'océan Indien. Ce virage inexpliqué, suivi d'une disparition complète des radars civils, constitue le premier mystère. Les premières théories ont suggéré une défaillance mécanique ou une explosion à bord, mais aucune preuve tangible n'a été trouvée pour corroborer ces hypothèses. Les systèmes de communication de l'avion ont été délibérément éteints peu après la dernière communication, ce qui laisse penser à une intervention humaine. Qui aurait éteint les systèmes, et pourquoi? Cette question reste sans réponse. Pendant des mois, une vaste opération de recherche internationale est lancée, impliquant plusieurs pays et couvrant des milliers de kilomètres carrés dans l'océan Indien. Des débris de l'avion, comme un morceau d'aile appelé flaperon, sont finalement retrouvés en juillet 2015 sur une plage de l'île de la Réunion, à des milliers de kilomètres de la zone de recherche principale. Cependant, ces fragments n'ont pas permis de localiser l'épave principale. Les théories sur ce qui est arrivé au vol MH370 sont nombreuses. L'une des hypothèses les plus discutées est celle d'un acte délibéré du pilote, Zahari Ahmad Shah. Selon cette théorie, Zahari aurait intentionnellement changé de cap et dirigé l'avion vers une zone reculée de l'océan pour le faire disparaître. Des rumeurs ont circulé sur son état mental, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée pour soutenir cette thèse. Certains pensent également à une possible prise de contrôle de l'appareil par un membre de l'équipage ou par un intrus. Une autre hypothèse est celle d'un détournement de l'avion par des terroristes, bien qu'aucune organisation terroriste n'ait revendiqué la disparition du vol MH370. Des pannes techniques ont également été évoquées, notamment un incendie à bord, qui aurait pu neutraliser l'équipage et laisser l'avion voler en pilote automatique jusqu'à épuisement de son carburant. Cependant, ces scénarios ne parviennent pas à expliquer pourquoi les systèmes de communication de l'avion ont été délibérément coupés. L'hypothèse d'une intervention militaire a également été explorée. Certains ont suggéré que l'avion aurait pu être abattu par erreur par un missile, et que l'incident aurait été dissimulé. Cette théorie n'a jamais été officiellement confirmée, mais elle demeure dans l'esprit de certains chercheurs. Les familles des passagers ont vécu des années d'incertitude et de douleur. Malgré les efforts continus pour retrouver l'épave, la majorité de l'avion reste introuvable. En 2018, les autorités malaisiennes ont publié un rapport officiel concluant que, sans l'épave principale de l'avion, il était impossible de déterminer la cause exacte de la disparition.
Le vol MH370 reste un mystère poignant et déchirant dans l'histoire de l'aviation. Il met en lumière la fragilité de nos systèmes technologiques et le fait que, même dans un monde hyperconnecté, des événements peuvent encore échapper à toute explication rationnelle. Des expéditions continuent d'être organisées pour tenter de percer ce mystère, mais, pour l'instant, les eaux profondes de l'océan Indien gardent jalousement leurs secrets, rendant cet incident l'un des mystères les plus incompréhensibles de l'histoire contemporaine. Depuis des millénaires, le nom Atlantide évoque un royaume perdu, englouti par les flots et disparu sans laisser de traces. Ce mythe, raconté pour la première fois par le philosophe grec Platon dans ses dialogues Timée et Critia, fascine les chercheurs, les explorateurs et les amateurs de mystères depuis des siècles. Mais la question demeure, l'Atlantide a-t-elle réellement existé, ou est-elle simplement une allégorie inventée par Platon pour illustrer la décadence d'une civilisation ? Selon Platon, l'Atlantide était une île immense située au-delà des colonnes d'Hercule, ce que l'on appelle aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Il décrit une civilisation prospère et avancée, bien plus puissante que les autres sociétés de son époque. Ses habitants, dotés d'une grande maîtrise des techniques agricoles, de l'architecture et de la navigation, avaient construit une ville circulaire impressionnante, entourée de canaux et de murs imposants. Platon raconte que cette civilisation est devenue de plus en plus corrompue et avide de pouvoir, ce qui aurait conduit les dieux à les punir en engloutissant leur île sous les eaux lors d'un cataclysme soudain. Depuis, des générations de chercheurs ont tenté de localiser l'Atlantide, interprétant les écrits de Platon à la recherche d'indices. Certains croient que l'Atlantide pourrait être une civilisation réelle qui aurait été dévastée par un cataclysme naturel, comme un tremblement de terre ou un tsunami. Les spéculations sont nombreuses sur sa localisation exacte. Une des théories les plus répandues est que l'Atlantide pourrait être située dans la mer Égée, sur l'île de Santorin, autrefois appelée Terra. Cette île a été détruite par une éruption volcanique massive vers 1600 avant Jésus-Christ, entraînant la destruction de la civilisation minoenne, une des plus avancées de l'époque. Les parallèles entre cette catastrophe et la description de Platon sont frappants, et certains chercheurs pensent que l'éruption de Terra aurait pu inspirer le mythe de l'Atlantide. D'autres théories placent l'Atlantide en Espagne, en Crète, en Amérique du Sud, voire en Antarctique, suggérant que la position géographique de l'Atlantide pourrait avoir été mal interprétée au fil des siècles. Le parc national de Donana, dans le sud de l'Espagne, a été identifié comme une potentielle localisation après des recherches récentes. Des structures sous-marines ont été découvertes dans cette région, mais rien n'a encore permis de confirmer que ces vestiges appartenaient à une civilisation aussi avancée que celle décrite par Platon. Certains chercheurs pensent que l'Atlantide est un mythe inspiré de plusieurs événements historiques. Ils considèrent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de synthèse symbolique, utilisée par Platon pour mettre en garde contre la corruption et la décadence des sociétés humaines. Pour eux, l'Atlantide n'aurait jamais été un lieu réel, mais plutôt une allégorie philosophique destinée à illustrer les dangers de l'hybris, la démesure et de l'avidité. Dans les années 1960 et 1970, l'Atlantide est également devenue un sujet prisé par les théories ésotériques et mystiques. Certains ont avancé l'idée que l'Atlantide était le berceau d'une civilisation technologiquement très avancée, peut-être même en contact avec des extraterrestres. Des auteurs comme Edgar Cayce, un mystique américain, ont prophétisé que l'Atlantide serait redécouverte au large des Bahamas. Ces théories, bien que populaires dans la culture populaire, sont largement rejetées par la communauté scientifique. Au fil des siècles, l'Atlantide a inspiré d'innombrables œuvres littéraires, des films, des jeux vidéo et des documentaires, alimentant l'imagination collective. Que ce soit dans la science-fiction ou dans l'archéologie, la quête de l'Atlantide continue de captiver. Mais malgré toutes les recherches, aucune preuve concrète n'a jamais été trouvée pour confirmer l'existence de cette civilisation perdue. Cela n'empêche pas des expéditions régulières de partir à la recherche de cette ville engloutie, avec l'espoir de découvrir des vestiges qui pourraient prouver que la légende a une base historique. L'Atlantide reste donc un mystère non résolu. Était-ce une civilisation réelle, un symbole inventé, ou un amalgame d'histoires anciennes? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais le rêve de découvrir un jour les ruines de cette civilisation perdue continue de hanter ceux qui explorent les fonds marins et scrutent les rivages à la recherche d'indices. Le mythe de l'Atlantide, qu'il soit réel ou non,
incarne notre quête de compréhension des civilisations passées et de leur destin, et l'espoir qu'il y a encore des secrets à découvrir sous la surface de la Terre. L'USS Cyclo, un gigantesque navire de la marine américaine, a disparu mystérieusement en mars 1918, en pleine mer, avec 306 personnes à bord. Cette disparition est l'un des plus grands mystères maritimes de l'histoire, souvent associé au légendaire triangle des Bermudes, une zone réputée pour ses disparitions étranges de navires et d'avions. Plus d'un siècle plus tard, personne ne sait ce qu'il est advenu de ce navire imposant, ni de son équipage et de ses passagers. Le Cyclo était un navire de ravitaillement en charbon, mesurant près de 165 mètres de long, conçu pour transporter de lourdes cargaisons de carburant pour les flottes alliées pendant la Première Guerre mondiale. En février 1918, il partit de Rio de Janeiro, au Brésil, avec à son bord plus de 10 000 tonnes de manganèse, un minerai essentiel à l'effort de guerre. Après un arrêt prévu à la Barbade pour se réapprovisionner, le Cyclo mit le cap sur Baltimore, dans le Maryland, pour compléter son voyage. Mais après avoir quitté la Barbade le 4 mars 1918, il ne donna plus jamais de nouvelles. Aucune détresse, aucun SOS, aucun appel radio. Le navire et ses 306 occupants semblent s'être évaporés dans l'immensité de l'Atlantique. Les recherches lancées par la marine américaine furent intenses, s'étendant sur des milliers de kilomètres, mais elles n'aboutirent à rien. Aucun débris, aucune trace de l'épave ne fut jamais retrouvée. Ce qui étonne encore les experts aujourd'hui, c'est l'absence totale d'indices, pas de morceaux de bois flottants, pas de cargaison échouée sur les plages, rien qui puisse indiquer une quelconque tragédie. Les théories expliquant la disparition du Cyclo sont nombreuses. La plus courante évoque une possible défaillance structurelle. Le Cyclo, bien qu'un navire imposant, transportait une cargaison extrêmement lourde, et certains pensent que le poids excessif du manganèse combiné à de mauvaises conditions météorologiques aurait pu provoquer une rupture de la coque, entraînant un naufrage soudain et rapide. Cependant, même avec cette théorie, le fait qu'aucun débris n'ait été retrouvé reste inexplicable. D'autres théories avancent l'hypothèse d'une attaque ennemie. Nous étions en pleine Première Guerre mondiale, et la menace des sous-marins allemands dans l'Atlantique était bien réelle. Certains suggèrent que le Cyclo aurait pu être torpillé par un sous-marin allemand, bien que l'Allemagne n'ait jamais revendiqué cette attaque, ni mentionné la destruction de ce navire. En outre, aucune preuve historique n'a été trouvée pour soutenir cette théorie. Le triangle des Bermudes, souvent mentionné dans le cadre de cette disparition, a alimenté des théories plus fantaisistes. Certains pensent que le Cyclo aurait été victime d'un phénomène surnaturel, tel qu'un vortex ou une anomalie magnétique, comme ceux souvent associés à cette région mystérieuse de l'Atlantique. Ces théories, bien que populaires dans l'imaginaire collectif, n'ont aucune base scientifique, mais elles continuent d'attiser l'intérêt des passionnés de mystères maritimes. Une autre théorie explore la possibilité d'un sabotage interne. Le capitaine du Cyclo, George Worley, était connu pour être un homme particulièrement impopulaire et sévère avec son équipage. Certains membres de la marine américaine de l'époque ont évoqué la possibilité d'une mutinerie à bord, où des membres de l'équipage auraient pris le contrôle du navire et l'auraient intentionnellement sabordé. Toutefois, cette théorie reste hautement spéculative, et aucun témoignage ni document d'époque ne vient réellement corroborer cette idée. En 1941, deux navires jumeaux du Cyclo, le Proteux et le Neureux, disparurent eux aussi dans des circonstances tout aussi mystérieuses dans l'Atlantique Nord alors qu'ils transportaient également des cargaisons de minerais lourds. Ces disparitions ont renforcé l'idée que le Cyclo avait peut-être succombé à une défaillance structurelle, mais là encore, aucun débris n'a été retrouvé pour confirmer cette hypothèse. Aujourd'hui, des expéditions sous-marines continuent d'explorer les profondeurs de l'Atlantique à la recherche de l'épave du Cyclo, mais elles n'ont toujours pas trouvé de traces du navire. Avec la technologie moderne, comme l'utilisation de drones sous-marins et de radars de haute précision, il est possible qu'un jour, ce mystère soit résolu. Mais pour l'instant, le Cyclo et ses 306 âmes continuent de hanter les eaux du triangle des Bermudes, leur sort perdu dans les profondeurs insondables de l'océan. Le mystère de l'USS Cyclo est un rappel puissant de la force et de l'imprévisibilité des mers, mais aussi des secrets qu'elles gardent précieusement. Et tant que l'épave ne sera pas retrouvée, cette disparition restera l'un des mystères maritimes les plus fascinants et les plus inquiétants de l'histoire.
Les crânes de cristal sont l'un des mystères archéologiques les plus étranges et fascinants. Découverts en différents endroits du monde, mais principalement en Amérique centrale, ces crânes, taillés dans du cristal de roche, ont longtemps été considérés comme des reliques anciennes, créées par des civilisations perdues comme les Mayas ou les Aztèques. Mais au fil des années, les débats autour de leur origine et de leur authenticité n'ont cessé de s'intensifier, soulevant plus de questions que de réponses. Le plus célèbre de ces crânes est sans doute celui appelé le crâne de Mitchell Edge, prétendument découvert dans les années 1920 par l'explorateur britannique Frederick Mitchell Edge dans les ruines mayas de Lubuntin, au Belize. Ce crâne de cristal, d'une taille presque identique à celle d'un crâne humain, est remarquablement détaillé et présente une transparence presque parfaite. Selon Mitchell Edge et d'autres fervents défenseurs de son authenticité, ce crâne aurait été créé il y a des milliers d'années par une civilisation avancée et posséderait des pouvoirs mystérieux, capables de guérir ou de tuer ceux qui l'utilisent. Mais cette version de l'histoire a été remise en question à plusieurs reprises, notamment parce qu'il n'existe aucune preuve documentaire de la découverte du crâne dans les ruines de Lubuntin, et que le crâne ne fait son apparition que dans les années 1940. D'autres crânes de cristal ont été découverts au fil des ans, certains dans des collections privées, d'autres exposés dans des musées prestigieux. Le British Museum et le Smithsonian Institution possèdent chacun un crâne de cristal, bien que ceux-ci aient été révélés comme étant des fabrications modernes. Des analyses scientifiques ont montré que les outils utilisés pour sculpter ces crânes ne correspondent pas aux techniques disponibles à l'époque des civilisations mayas ou aztèques. Les experts ont déterminé que ces crânes avaient probablement été fabriqués en Europe au XIXe siècle, peut-être en Allemagne, où l'art de la taille du cristal était particulièrement avancé. Malgré ces découvertes, certains continuent de croire en l'authenticité et au pouvoir surnaturel des crânes de cristal. Des théories ésotériques affirment que ces crânes sont en fait des reliques d'une civilisation beaucoup plus ancienne, peut-être même la légendaire Atlantide, et qu'ils contiendraient des connaissances perdues ou des pouvoirs mystiques. Selon ces récits, les crânes auraient été créés par une technologie oubliée ou par des extraterrestres, et seraient des réceptacles d'énergie capables d'influencer les événements mondiaux ou de révéler des secrets cachés sur l'histoire de l'humanité. Le mystère des crânes de cristal a également été alimenté par des légendes selon lesquelles il existerait 13 crânes de cristal dispersés à travers le monde, et que lorsque ces crânes seraient réunis, ils révéleraient une connaissance cachée ou activeraient un pouvoir inconnu. Cette idée, bien qu'elle soit souvent associée à des mythes modernes et à des récits fictifs, a captivé l'imaginaire collectif et a inspiré de nombreuses œuvres de fiction, y compris le célèbre film Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Bien que la plupart des crânes de cristal examinés scientifiquement aient été identifiés comme des fabrications modernes, cela n'a pas éteint l'intérêt pour ce mystère. Certaines personnes continuent de penser que des crânes authentiques, datant de civilisations anciennes et possédant des pouvoirs inexpliqués, pourraient encore exister. Ils voient dans les crânes analysés jusqu'à présent des faux, créés pour détourner l'attention du véritable secret des crânes de cristal authentiques. Aujourd'hui, des chasseurs de trésors, des amateurs d'ésotérisme et des chercheurs continuent de traquer ces mystérieux objets, cherchant à percer le secret de ces crânes de cristal. Si la plupart des scientifiques considèrent ce mystère comme résolu, une grande partie du public reste fascinée par l'idée qu'il pourrait exister des artefacts anciens, cachant des secrets surnaturels ou technologiques qui pourraient changer notre compréhension du passé. Le mystère des crânes de cristal reste donc vivant dans l'imagination collective, mélangeant histoire, science, fiction et mysticisme. Que ces crânes aient été fabriqués par des mains humaines au XIXe siècle ou qu'ils soient les vestiges d'une civilisation perdue, ils continuent de captiver les esprits, attirant ceux qui cherchent des réponses à des questions qui dépassent les frontières du savoir conventionnel. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.